Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine. Amandine, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Merci, bonjour Charlène. Amandine, donc je suis kinésiologue. Je suis kinésiologue depuis bientôt 2 ans. Donc j'accompagne des personnes sur leur chemin de mieux-être, bien-être. La kinésiologie, du coup, c'est une pratique de bien-être qui vient interroger le corps, donc vient interroger la personne dans ce qu'il y a de plus profond pour aller débloquer des blocages, libérer ce qui a besoin d'être libéré, que ce soit le passé ou le présent parfois, pour aller vers du mieux-être. Merci pour cette belle présentation. Justement, tu as cité la notion d'accompagnement thérapeutique et c'est ce dont on va parler et échanger aujourd'hui. On va introduire aussi cette notion d'ego, mais disclaimer, l'idée c'est pas de parler du deuil d'un ego dans le sens de la fin de quelque chose, d'un ego qu'il faudrait tuer, qu'on peut parfois aussi entendre sous ces termes, tuer l'ego. C'est absolument pas ça. Là, c'est plutôt la notion de deuil dans le sens de transition, d'évolution, de changement, de renaissance, de nouvelle naissance à quelque chose. On n'est pas non plus des professionnels toutes les deux de l'ego. On n'a pas toutes les deux tué l'ego, changé, transformé l'ego. C'est un travail qui se fait réellement sur le long terme. Donc prenez vraiment cette discussion comme comme un échange, comme une conversation. Est-ce que c'est OK pour toi sous ce sens ? Carrément, et quelque chose que tu as mentionné, oui, voilà, c'est vraiment la transformation. L'ego, il a une fonction déjà principale qui est de survie, et on l'a dès le début, et ça nous permet déjà tout petit de poser nos limites et de dire quand c'est OK et pas OK. Donc c'est normal qu'on en ait un et qu'on le garde. Par contre, l'idée, et c'est ce dont on va, je pense, parler, c'est d'aller le comprendre, le reconnaître et pouvoir faire en sorte d'évoluer avec lui et ne pas être en résistance ou bloqué par lui. Ouais, carrément. Du coup, ça nous permet de définir un petit peu pareil dans les grandes lignes. Qu'est-ce que c'est l'ego et qu'est-ce que ce n'est pas l'ego ? C'est ça. Donc, comme tu l'as dit, je ne suis pas une professionnelle de l'ego, mais comme tout le monde, j'en ai un. Et j'avance avec lui tant bien que mal depuis quelques années. Et aussi dans mon travail, c'est vrai que je suis en rencontre de cet ego régulièrement pendant les séances. En fait, l'ego, moi personnellement, je l'ai confondu pendant longtemps avec l'estime de soi. Et comme à l'époque, avant de faire tout le travail que j'ai fait sur moi, j'avais pas beaucoup d'estime pour moi-même, donc pas beaucoup d'amour pour moi-même, je pensais que j'avais pas d'ego. Et donc, ça a été un peu la claque quand j'ai commencé à être suivie par des psys, me rendre compte que j'avais un gros ego et que c'est OK. En fait, c'est un peu la représentation qu'on a de soi en tant qu'individu, mais donc séparé de l'autre, et une représentation de soi qui a besoin d'être reconnue et valorisée. C'est un peu le jeu, le jeu qui a besoin d'avoir des succès, qui vit les émotions. C'est un peu celui qu'on retrouve quand on dit très catégoriquement ça j'aime, ça je n'aime pas. Cette personne je l'aime, cette personne je ne l'aime pas. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, on se définit sous une forme d'étiquette ou d'identité qui en fait, un peu ce que tu vois au cours de ton travail, tout est cycle et tout est mouvement. Et du coup, ça peut un peu nous bloquer à partir de ce moment-là. Carrément. Et tu as cité plusieurs termes. Je vais reprendre celui d'identité ou d'étiquette. Et justement, quand on fait un accompagnement thérapeutique, quel qu'il soit, et quand je dis thérapeutique, je pourrais parler de coaching, je pourrais parler de développement personnel, de psychanalyse, tout ce qui va être de l'ordre de s'intéresser à soi. Voilà, je vais le dire plutôt comme ça. Un accompagnement de soi,
par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, et ben on vient questionner en fait cette identité. Donc on vient aussi questionner justement cet ego, ce à quoi on se rattache, nos croyances, etc. Et ça fait sens dans tous les types d'accompagnement et avec tous les outils d'accompagnement thérapeutiques, psychologiques, etc. qui peuvent exister. Mais pour autant, cet ego, c'est pas non plus réellement notre identité. Bah oui, c'est ça, c'est pas. Mais comme nos émotions ne nous définissent pas, c'est-à-dire que si j'ai de la colère, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de colérique, ça veut juste dire que là, il y a cette émotion qui vient délivrer un message, qui vient peut-être me permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour poser mes barrières s'il y a un manque de respect, par exemple. Et comme nos pensées, c'est vrai que c'est un gros travail qu'on fait, je pense, toutes les deux en accompagnant les personnes qu'on accompagne, c'est qu'elles se rendent compte que c'est pas parce qu'on a ce genre de pensée qu'on est que cette pensée. Mais c'est ça, l'ego, ça n'est pas notre identité, ça nous définit pas. Et je me demande même s'il n'est pas aussi empreint de ce qu'on appelle le besoin d'appartenance, c'est-à-dire que ça fait partie d'un de nos besoins primaires, comme la sécurité et l'amour, c'est de sentir qu'on appartient à la famille d'où on vient ou à un groupe d'amis. Et parfois, il y a des gens qui vont commencer à être très fermes sur la manière dont ils se définissent, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui pense ça et je ne suis que ça. Et malheureusement, c'est se fermer à plein d'autres potentiels et à plein d'autres choses. Donc, de ne suivre que l'ego, potentiellement, on pourrait imaginer, ça viendrait nous fermer certaines portes qui sont pourtant des portes qui sont à nous, enfin, qui sont ouvertes pour nous si on le souhaite. Carrément. Et puis, tu as cité tout à l'heure la notion de mouvement. Tout bouge tout le temps. En soi, il y a quelque chose qui reste dans le fond, qui reste identique, mais... Je veux dire, je suis pas la même Charlène qu'hier, et quand cet épisode sortira, je serai pas la même Charlène que celle que je suis en face de toi aujourd'hui, parce que tout est mouvement, mais que ce soit dans mes pensées, que ce soit même dans mon corps, nos cellules sont tout le temps en train de se régénérer, les pensées que j'ai aujourd'hui ne sont pas les pensées de demain, et il y a un exercice qui est tout simple, et que moi j'aime bien faire parfois avec les personnes que j'accompagne, c'est la notion du être, faire, avoir et ressentir. Et en fait, dans les pensées, ça reste du ressenti. Donc, c'est pas de l'être. Donc, je ne suis pas mes pensées. Je n'ai pas mes pensées. Je ne les possède pas par définition. Donc, cette notion aussi d'évolution, de changement, de transition, de mutation. Et je ne les fais pas totalement, même si, comme tu as dit, on en a 75 000 par jour. J'ai pas commencé à compter mes 75 000 pensées aujourd'hui. Du coup, je suis pas capable de tous les noter. Donc, ça en fait aussi partie. Et donc, voilà, c'était vraiment cette image de, en fait, on est l'être qui a ses pensées, on est l'être qui pense ses pensées, ok, mais elles ne nous définissent pas et elles peuvent par contre nous aider à comprendre ce qu'on est et à comprendre aussi d'une certaine manière le rôle de l'ego, parce que du coup on a dit c'est pas l'identité, c'est pas tout ça, mais alors du coup pour toi l'un des rôles de l'ego ce serait quoi ? Comme je le disais au début, c'est une question en lien avec notre survie, pas forcément dans la notion extrême. Survivre, c'est pas forcément se battre contre des mammouths, mais c'est aussi ce principe de se protéger nos limites, nos barrières. C'est faire valoir nos droits aussi, c'est ce à quoi ça permet. Mais pour moi, l'ego, il peut aussi être nourri de plein de croyances. Que ce soit des croyances qui m'ont permis de grandir à un moment donné ou qui m'ont permis de me sentir appartenir à la famille, mais des croyances sur le monde. Et c'est en ça où je reviens sur l'idée que ça nous limite. C'est-à-dire que si je pars du principe que je ne suis que bordélique, par exemple, j'oublie que dans certaines situations ou dans certains autres cas, je peux aussi être très organisée et très à cheval sur plein de petits détails. En fait, c'est la notion de protection derrière ce que tu dis. C'est que certes, ça peut en venir à nous limiter. C'est, encore une fois, trouver l'équilibre entre protéger et surprotéger. S'il y a des parents parmi nous, je pense que... ou alors des personnes qui considèrent leurs animaux de compagnie comme leurs enfants, cette notion de surprotection peut prendre aussi son sens. Et du coup, c'est... La notion de protéger est pour moi l'un des rôles de l'ego. Par contre, il y a protéger et surprotéger, où on pourrait dire il y a protéger et faire attention, protéger et sensibiliser. Et la différence que je ferais entre les deux, c'est que protéger, ce serait plus ce côté peut-être à un moment qui peut devenir limitant, qui l'est pas toujours, mais qui peut le devenir. Et dans la notion peut-être de sensibiliser ou de faire attention, c'est d'aller percer justement cette protection pour voir ce qu'il y a derrière. Et en réalité, qu'est-ce que ça protège ? Et est-ce que cette chose qui est protégée a besoin d'être protégée ? Est-ce que ça fait sens pour toi dit comme ça ou pas du tout ? Ouais.
J'aime bien cette notion de surprotection, c'est-à-dire que dans l'accompagnement thérapeutique, en effet, l'idée, c'est d'aller mettre la lumière sur qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ego. Est-ce que c'est encore bénéfique pour moi? Est-ce que vraiment ça me rend service ou est-ce que ça me dessert? Est-ce que ça me limite dans mon évolution? Et surprotéger, ça peut être vis-à-vis de ça aussi, c'est-à-dire surprotéger ce que j'ai pensé être de moi et être mon identité. Et quand je suis en surprotection, ça peut être là où potentiellement on a ce qu'on appelle des résistances. Alors, après, faire la distinction mentale, ego, bon voilà, je pense pas que... Moi, je suis pas une pro et je pense pas que ce soit le principe C'est pas l'ordre du jour de notre discussion. Mais voilà, il y a des résistances qui peuvent venir et c'est là où, si on va pas aller les accueillir, les regarder, se poser avec, bah, là où ça va commencer à nous limiter. Mais même au-delà de l'accompagnement thérapeutique, même nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que si je reste bornée, entre guillemets, sur mes positions, si je suis heureuse en paix, tranquille avec, pourquoi pas, ça ne fait de mal à personne. Mais si ça m'empêche de me sentir bien, heureuse, de construire quelque chose qui me nourrit, là, potentiellement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, donc en fait, du moment où il y a cette notion de changement, deuil, transition, évolution, mutation, migration, enfin en tout cas quelque chose qui évolue et qui bouge, par définition, en plus de ça, notre mental, ego, on va mettre les deux dedans en slash. On n'aime pas le changement. On n'aime pas le changement. Tout ce qui bouscule notre quotidien, notre routine. Alors même si on aime bien faire un peu les foufous et aller faire des trucs qui changent de l'ordinaire, on aime bien quand même notre routine bien ancrée, bien cadrée, pas bouger. C'est sécurisant en fait. On parle de protection, il y a cette notion aussi de sécurité. Et tu parles de résistance. En fait, pour moi, le deuil, pas dans le sens tuer l'ego, mais le faire muter, le faire évoluer, avoir un ego qui est positif comme le mental. Le mental, il est nécessaire. Parfois, il est clairement chiant, disons-le. Il nous bouffe la vie. Mais il est aussi nécessaire et là aussi son importance. C'est faire ce deuil-là, en fait. Le deuil, c'est dans cette notion de changement et des résistances qu'on peut découvrir de notre ego ou de notre mental. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois aussi dans l'accompagnement thérapeutique ou j'ai même envie de dire de manière générale, en fait? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En effet, j'essaye de voir aussi par rapport à moi parce que, comme je disais, moi, j'ai eu un gros ego et ça a été compliqué. Et c'est encore compliqué encore de bien définir qu'est-ce qui est de l'ordre de vraiment Amandine et qu'est-ce qui est de l'ordre de mes protections. Et concrètement, moi, mon accompagnement thérapeutique, je l'ai fait avec plein de thérapeutes possibles. Et j'ai commencé à 17 ans. Donc, ça fait un peu moins de 20 ans. Pour moi, j'ai eu la sensation de m'en être pris plein la gueule. C'était totalement inconfortable. Je me suis déjà prise la tête avec des thérapeutes parce que concrètement, ils venaient chercher là où j'avais pas, je ne le savais pas, mais j'avais pas envie d'aller regarder. Et pour moi, par exemple, tout était de la faute des autres. Et c'est une forme de protection, de me dire, mais en fait, c'est les autres. Moi, par exemple, j'avais un gros problème avec les... Bon, à l'époque, j'avais 20 ans, donc avec les jeunes femmes. J'étais persuadée que les femmes ne savaient pas m'encadrer. Et quand ma psy m'a gentiment fait comprendre que c'était de par ce que je dégageais, mon énergie, que je dégageais une forme de compétition avec la femme, moi je ne le savais pas, mais quand tu commences à ouvrir les yeux, tu fais ok, en fait il y a peut-être des façons d'être ou des regards ou des façons de parler, des tons. Tu ne t'en rends pas compte parce que toi de toute façon tu penses que tu es une pauvre petite chose, je parle de moi, mais tu es une pauvre petite chose où toutes les femmes te détestent de toute façon. Et en fait, tu commences à ouvrir les yeux et te rends compte, mais je ne suis pas si victime que ça, en fait. Et ça fait mal aussi, parce que quand tu te définis, donc l'ego aime bien, je suis définie, donc c'est sécurisant, tu parlais de zone d'inconfort, d'inconnu, je me définis comme une victime, puis là, il y a quelqu'un qui vient mettre le doigt sur le fait que, mais tu n'es pas une victime, en fait. Tu es dans la responsabilité de ce qui se passe. Pas dans le sens où je ne porte que le poids, puisque là, on parle de co-création avec quelqu'un. Je ne porte que 50%. Mais par contre, c'est pas les 50% que je pensais. Là, ça change tout. Et là, en effet, oui, il y a ce truc d'ego, d'identité qui pense, comme tu disais tout à l'heure, je suis ton identité. Et puis là, on dit, ouais, mais cette identité-là, elle est pas vraie. Alors l'ego, il dit, mais qui je suis alors? Et lui, il aime pas. Parce qu'il veut pas mourir. Ce qui est OK, on a dit, c'est OK de le garder. Mais en effet, c'est de faire le deuil de, en fait, je ne suis pas... Et c'est ce qui est très inconfortable en thérapie, c'est de se dire, mais en fait, je ne suis pas une victime. Ouais, enfin, tu vois, moi, ce qui me vient, c'est faire le deuil de certaines illusions. En fait, on court parfois avec notre ego, on court après des chimères, pensant que... Dans l'exemple que tu viens de donner, je pensais être la victime, je le réduis sous cette phrase-là, et il n'y a aucun jugement ou quoi que ce soit derrière. Et si le mot victime est difficile pour vous, parce que je sais que parfois,
parfois il est mal perçu, c'est ok, prenez-en un autre. Mais on court pour moi après ça, et là d'un coup on vient chambouler tout notre monde, et on nous met une nouvelle paire de lunettes en disant mais en fait tu te bernes d'illusions et tu n'avais pas du tout les bonnes paires de lunettes, donc tu ne voyais pas la réalité avec des grands guillemets, parce que ça pourrait être une autre discussion sur qu'est-ce que la réalité ou non, parce que la tienne est différente de la mienne et qu'il existe autant de réalités qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Mais là où je veux en venir finalement derrière, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir agir. Et c'est ça qui fait peur, parce que ça veut dire que j'ai une responsabilité. Mais si j'ai une responsabilité, j'ai aussi un pouvoir d'action. Et donc, j'ai un pouvoir d'action que, par définition, je peux actionner, duquel je peux le prendre et je peux m'en saisir pour en faire quelque chose. Mais donc, ça veut dire que si moi, je deviens acteur ou actrice par rapport à ce phénomène ou à tout autre, du coup, j'en prends aussi la pleine responsabilité. Et donc, ça fait peur parce que c'est plus du tout sécurisant. Enfin, est-ce que ça fait sens pour toi par rapport à ce que tu disais là ? Oui, oui, carrément. Et puis, ça revient aussi sur... on parlait du rôle de l'ego. Si on part du principe, voilà, l'ego pense que c'est lui le moteur, c'est lui l'identité, c'est lui nous, en fait. Ça va prendre conscience de ce qu'il est et où est-ce qu'il se place dans chaque situation et dans chaque relation. C'est aussi ouvrir les yeux sur... En fait, être plus consciente de l'ego, c'est se rendre compte que des fois, on se berne d'illusions, comme tu disais, avec des... lorsque j'aurai atteint ça, je serai heureuse. Lorsque j'arriverai à ça, je serai heureuse. Et en fait, c'est comme des déviations pour éviter de se confronter vraiment à soi. Parce que l'ego, il veut pas vraiment qu'on se confronte à soi, sinon on va le trouver, on va voir que c'est que, entre guillemets, de l'ego. Il est démasqué. Oups, non, on avait dit non. Et que du coup, on va aller regarder, mais moi, profondément, de quoi j'ai envie. On a une facilité en tant qu'être humain, et même le cerveau, le schéma mental, il aime bien aller au plus... il aime pas consommer, il aime bien aller au plus vite. Enfin, et c'est pareil dans notre vie, on a tendance souvent à aller chercher le plaisir, la satisfaction immédiate, plutôt que le bonheur et la paix, qui demandent un peu plus de temps, de discipline, de prise de conscience. Et l'ego, il veut pas ça. Lui, il veut tout de suite être satisfait. Et satisfait, c'est répondre à ses croyances, à ce qui nous fait souffrir. Enfin voilà, pour lui, c'est comme ça que je vois et c'est tout. Bah oui, mais ça nous coupe déjà de l'autre. Et ça, on en parlera peut-être, mais c'est ce qui fait qu'on souffre, en fait. C'est quand on est coupé de soi et coupé de l'autre. Et surtout, ça nous permet pas du tout d'évoluer et de se rendre compte. Si moi, j'avais pas... Et encore une fois, je suis en chemin, mais si je m'étais pas rendu compte que, en fait, je n'étais pas du tout une victime dans la relation à la femme, mais que j'étais juste co-actrice, aujourd'hui, j'aurais pas toutes ces merveilleuses personnes qui m'accompagnent. En plus, je suis dans le bien-être, donc il y a 90% de femmes. On est beaucoup de nanas quand même, disons-le. Il y en a énormément. Les copines, on est beaucoup. Hein. Et en fait, messieurs, je vous attends sur le podcast d'ailleurs. Et en fait, je me serais coupée de toute une partie qui aujourd'hui me nourrit profondément. Et pas mon ego, parce que ça vient me challenger, etc. Mais qui me nourrit moi en tant qu'Amandine, en tant que kinésiologue, mais aussi en tant que personne individuelle. Ouais, et puis ça demande de faire face à des choses qui sont aussi clairement inconfortables. Enfin, inconfortables dans le sens désagréable. C'est pas dans cette notion du changement, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir en fait. Non, j'ai pas envie de croire que je suis comme ça. J'ai envie de continuer à me bercer d'illusions et mettre les lunettes où j'y vois rien et qui sont pas à ma vue. Et c'est... On pourrait même dire c'est dommage, parce que parfois tu te dis, mais vraiment, pourquoi l'humain fonctionne ? Enfin, je sais pas, moi je sais que c'est des questions que je me pose comme ça en disant, mais pourquoi on fonctionne comme ça ? Parfois tu as l'impression qu'on est un peu des sadiques, qu'on aime bien se faire du mal, alors que oui, comme tu le dis, la notion de bonheur, de sérénité, elle demande plus de temps, elle demande un travail, elle demande un effort, elle demande une conscientisation qui se fait pas en un claquement de doigts. Mais je sais pas, ça a l'air quand même beaucoup plus stylé que la satisfaction directe où je me voile la face, quoi. Et c'est le cas en plus, c'est le cas sur mes sujets. C'est ce que je rappelle souvent en me disant, on est des mortels, mais tous les jours, on l'oublie, à chaque minute, on l'oublie et on préfère fermer les yeux sur le fait que, non, on va garder être humain, c'est plus joli. Mortel, il y a mort dedans, du coup, on veut pas le voir. Et on veut pas se rappeler qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Et finalement, il y a un peu cette notion de... Je crée ma réalité selon mes propres filtres aussi, en fait, dans l'ego, quoi. C'est exactement ça. C'est en fonction de nos pensées, c'est en fonction, de l'ego, de ce qu'on pense de l'autre. Il y a quelque chose avec... il y a plusieurs choses que, par rapport à ce que tu dis. Oui, moi, à ce que tu dis, moi, c'est pareil en séance. Et je dis en séance quand je travaille avec les personnes, mais j'ai dû passer par là aussi. Donc, c'est redondant. Mais quand les personnes, je vois qu'elles ont du mal à dire « je m'aime ».
où j'aime ce que je représente, j'aime toutes les facettes qui me composent, j'aime mon corps, et que tu vois qu'elles peuvent pas voir, elles pleurent. Et je me dis, c'est fou ça, qu'est-ce qui a fait? Alors, qu'est-ce qui a fait? Si, on le travaille en séance, il y a le problème des générations, il y a le problème de l'éducation, du monde, de la société dans laquelle on vit, mais je trouve ça terrible de voir à quel point des fois on ne s'aime pas, ou on se déteste, ou on se... Et oui, c'est un mal qui est assez terrible, ce fait de se couper de soi et du coup de se couper de l'autre, puisque si je me coupe de moi, je peux pas être en relation paisible avec l'autre. Comme on est dans un instinct de survie déjà de base, normalement, il y a quelque chose aussi qui est l'ordre de la comparaison. Et en général, c'est beaucoup l'ego qui vient se comparer aux autres. Pourquoi on a tendance, je vais plutôt dire comme ça, pourquoi on a plutôt tendance à aller vers la satisfaction la plus rapide, vers le plaisir plutôt que le bonheur? C'est qu'en fait, on a tendance à beaucoup regarder ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est OK, c'est dans le principe de survie, on devait toujours checker comment le voisin faisait, parce que s'il fait quelque chose et que moi je le fais pas, potentiellement, moi je vais passer de vie à trépas. Mais on a un peu gardé ça. Et le problème de se comparer, c'est que du coup, t'es pas du tout au bon endroit. Tu vas être... tout à l'heure, tu parlais de ça aussi, c'est intéressant. Tu vas être en réaction plutôt qu'en action. Quand on est en réaction, en général, on réagit depuis l'espace de l'ego, alors que quand on est en action, justement, c'est qu'on a fait un step back, on a pris du recul par rapport à justement ces émotions, par rapport à ce qu'on croit, à ce qu'on projette chez l'autre, vis-à-vis de nous. Et le fait de prendre ce recul, on peut agir plutôt depuis ce qu'on appelle l'espace du cœur ou des tripes, ou selon ce que les personnes... Quelque chose de plus raisonné et de plus juste par rapport à nous. Carrément. La réaction, pour moi, c'est de l'ordre de la survie. Ouais. Et donc, du coup, on va dire de l'ordre de l'ego. Si on réaction par rapport à l'ego, oui, puisque l'ego, voilà, si tu le touches, il y a l'impression qu'il va mourir. Donc, c'est la même chose, en fait. Il est en panique, il n'est pas bien. C'est ça. Mais c'est ce qu'il fait aussi, c'est que comme il est malmené, justement, dans un accompagnement thérapeutique, son rôle de protection, il se dit, moi, je suis fait pour ça, en fait. Je suis fait pour maintenir l'identité, tout pas bouger, tout bien mettre. Et puis, c'est bon, on continue comme ça. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc, on ne bouge pas. Et c'est là, et tu parlais de projection aussi par rapport aux autres, et plutôt que de se remettre en question soi et de se dire potentiellement ça me met face à des choses inconfortables, je vais aller regarder. Je dis pas que tout le monde ne le fait pas, c'est pas le cas, mais en tout cas on a cette phase de résistance où en fait, et tu l'as un peu énoncé tout à l'heure de par ton expérience personnelle, c'est le ou la thérapeute, c'est la thérapie. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est forcément l'autre et je vais projeter sur l'autre. C'est à cause de l'autre que je me sens pas bien, c'est à cause de l'autre que je vois ça. Et en fait, c'est même pas que j'ai pas envie de voir, c'est que pour moi, c'est pas vrai. Parce que justement, ça vient me malmener. Et c'est pour ça cette notion où il y a un moment, je trouve, je pense que toutes les personnes qui passent, ou sont passées, ou passeront par là, pourront comprendre d'une manière ou d'une autre, où on se berce d'illusions en fait dans l'accompagnement thérapeutique. Et c'est là où cette notion de deuil, elle prend tout son sens. C'est en fait, je pense que je pourrais le dire comme ça, et tu vas me dire si ça fait sens, c'est faire le deuil d'un certain regard et d'une certaine perspective. Je parle de cette notion d'illusion, de ce fait de se bercer d'illusions, etc. En fait, c'est ça, c'est le regard qui a changé. C'est pas l'ego qui a tué, c'est le regard qu'on pose dessus et du coup, les actions qu'on va poser dessus plutôt que les réactions qui en découlent de base. Je trouve ça intéressant comment tu l'amènes, parce que moi, souvent, on m'a dit, oui, vous avez des croyances limitantes. Super. Et parce que si c'est des croyances, c'est que j'y crois. Comment je sais que celle-là, elle est limitante et elle est dans l'illusionnel, comme tu disais, et qu'elle n'est pas réelle. Et j'aime cette idée de peut-être l'amener comme ça. En effet, l'accompagnement thérapeutique par rapport à l'ego, c'est juste s'autoriser à regarder autrement les choses et de sortir de cette souffrance dans laquelle on se place, on se met, en disant mais l'autre me blesse, l'autre m'humilie, l'autre. L'effet on en parle souvent dans tous les bouquins et tout, l'effet miroir en fait. Ouais. Reprenons ça en fait. L'autre, s'il arrive à te faire réagir, et pas agir mais réagir, c'est qu'il vient réveiller quelque chose chez toi. Non pas qu'il ait tort ou qu'il ait raison, ça encore c'est de l'ego. L'ego a besoin de savoir, tu as tort, j'ai raison. Il aime pas. Et si j'ai tort et toi tu as raison, oh là là, c'est catastrophe. Non, c'est une question de vérité, chacun sa propre vérité et de prisme par lequel on regarde. Peut-être qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais plusieurs. Par contre, ce qui est intéressant d'aller regarder, en effet, c'est est-ce que je réagis ou est-ce que j'agis? Est-ce que c'est plutôt depuis l'espace du cœur ou du mental ou de l'ego Ouais, carrément. Mais en fait, du coup, c'est plus une...
On parle justement de perspective, de changer, etc. Et je me dis, comment pouvoir permettre aux personnes qui potentiellement sont dans un accompagnement et peut-être se reconnaissent là-dedans et qui se questionnent en disant, ok, je crois que c'est mon thérapeute ou ma thérapeute ou la personne avec qui je travaille. Je crois que c'est de sa faute et j'ai pas envie de voir. Comment réussir à changer en fait la perspective par rapport à ça? Et j'essaye de trouver une image qui peut aider. Mais en fait, pour moi, c'est cette notion de... C'est un cadeau, en fait. C'est rencontrer quelque chose, c'est rencontrer son ego. Et c'est réellement un cadeau qui, au départ, est un cadeau mal emballé. Un cadeau qui est clairement inconfortable parce que ça nous montre ce qu'on n'a pas envie de voir. Mais ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est ce qui nous berce d'illusions, ce qu'on a caché, ce qui aussi généralement nous laisse dans cette zone de confort, mais qu'on appelle souvent inconfortable. Je dis les deux mots ensemble, parfois ça fait pas sens. C'est justement parce qu'en fait, on n'est pas forcément bien là, on n'est pas à la juste place. Et souvent, les personnes qui font un accompagnement thérapeutique, c'est justement ces notions de bonheur avec des guillemets, mais en tout cas de sérénité, de paix intérieure. Vous mettez le terme qui a le plus de sens pour vous, où justement, on l'a pas encore trouvé. Et si on va à la rencontre de cet ego, c'est rencontrer certes ce qui ne va pas, certes ce qui est difficile, mais c'est aussi le fait de pouvoir accéder à soi avec beaucoup plus de profondeur, poser un nouveau regard sur le fonctionnement justement, sur notre fonctionnement, sur le fonctionnement de l'ego et avoir des réflexions, des comportements et des pensées et du coup une identité qui est plus alignée aussi avec soi. Est-ce que c'est une métaphore une métaphore, un switch qui te paraît pertinent pour pouvoir aider les personnes justement qui sont peut-être en accompagnement aujourd'hui et qui se sentent en blocage et en résistance. Moi, je dis souvent passer de la résistance à la résilience. Résistance, c'est tu bloques tête contre mur et tu veux pas aller au-delà, tu vas taper. Résilience, c'est dire ok, il y a un mur, soit je peux casser le mur, soit je peux creuser en dessous pour passer en dessous du mur, soit je peux escalader le mur, soit je peux faire un grand détour pour passer le mur d'une autre manière. Mais c'est pas dans le côté tout a une solution, mais c'est changer justement la perspective, alors qu'en soi, la réalité reste la même. Ce qui est intéressant comme ce podcast, c'est juste de s'autoriser à laisser germer une graine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être pas nouveau pour certaines personnes, c'est peut-être totalement nouveau pour d'autres, c'est de se dire, ah ok, on me parle de quelque chose qui potentiellement serait moi, mais pas moi. Ah, mais en fait, je ne suis pas qu'une chose. Déjà, nous, en kinésio, on fait le lien, déjà, vous avez un corps. Et le corps, il retient des choses que vous avez oubliées, par exemple. C'est pas quelque chose de l'ordre qui est en dehors de moi. Et pourtant, ça n'est pas quand même tout de moi. Et je pense que c'est intéressant, ce genre de discussion, que ce soit celle-ci ou même d'autres, ou certains bouquins, ou certaines lectures, enfin lectures et autres podcasts, c'est de se rendre compte, mais je ne suis pas qu'une seule chose, et en même temps, c'est un tout. C'est de se dire, voilà, on m'a parlé de l'ego, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer. Ah, aujourd'hui j'ai dit j'aime pas. Ah, est-ce que je me suis définie par ça? Mais est-ce que, voilà, moi par exemple, quand j'étais petite, je détestais les tomates. Aujourd'hui, j'adore les tomates. Bon, j'aurais pu me définir comme quelqu'un qui déteste les tomates. Et non, tu vois, c'est des petits trucs, mais en fait, c'est d'aller re-questionner toute ma vision des choses et mes choix, pas pour tout chambouler. Les choses se font au fur et à mesure. On parlait d'une discipline pour arriver au bonheur, à la sérénité. C'est pareil en accompagnement thérapeutique. Même si on n'est pas accompagné thérapeutiquement, enfin, peu importe, tout seul, c'est de s'autoriser à prendre le temps de choses et juste de s'intéresser à soi. C'est de prendre le temps de s'intéresser à qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui n'est pas de moi. Voilà, ça m'a fait réagir. À quoi ça vient faire écho? Le problème de l'ego, c'est qu'il a tendance aussi à tout prendre très personnellement. Alors ça, on peut faire un lien avec les 4 accords Toltec, ne rien prendre personnellement. Quand l'autre me parle, on parlait de l'effet miroir, mais en général, les gens se parlent d'eux-mêmes, en fait, puisque quand je te parle, j'ai beau essayer de comprendre ton monde ou ta façon de penser, je parle quand même depuis mon prisme, comment je vois le monde, mes systèmes de croyances, mon éducation, ma culture. Et il y a de ça aussi, c'est de se dire, mais donc il y a tout un autre monde ouvert à moi, mais si je reste sur mon petit ego, on pourrait dire mon petit nombril, je me coupe de plein de choses. Et c'est ce vers quoi tu parlais, voilà, si on sent qu'on est un peu en résistance par rapport au travail thérapeutique ou même le fait de bouger, le fait d'évoluer, de transformer.
de se poser la question, est-ce que je suis pleinement satisfait? Est-ce que je suis pleinement serein, heureux? Et sinon, de savoir, il y a tout un monde qui s'offre à moi, il y a plein de possibilités, et je parle pas de sortir de la France, sortir de sa maison, je parle même à l'intérieur de soi, en fait. D'ouvrir à tout ce qui est possible, et même des possibles que je ne connaissais pas avant. Carrément, tu fais la métaphore de la maison. Enfin, je sais pas, a priori, ça a l'air plutôt bon d'ouvrir les fenêtres de temps en temps quand même pour aérer. C'est un peu la même chose, en fait. Si on pousse la métaphore un peu plus loin, c'est réellement ça. C'est ouvrir. Et je voulais relever et insister sur ce que tu as dit, cette notion de temps. Cette notion de temps, de processus. J'en ai déjà parlé ici plus d'une fois, mais le processus de deuil, qu'importe le deuil de quoi, quel est l'événement qui est derrière, c'est ce processus d'adaptation à la perte. Alors, du coup, la perte avec des guillemets dans notre sujet, je dirais à la transformation, du coup, pour l'adapter clairement à notre sujet par rapport à l'ego. Et ça a besoin de temps. Et cette notion de temps, elle fait aussi écho au fait d'accepter, de prendre ce temps, d'avoir un discours envers soi qui est plutôt bienveillant et de pas se taper sur les doigts de « allez, il faut, tu dois » et j'en passe, où justement, en fait, on ne se tolère pas, on ne se respecte pas réellement dans ces moments-là, on est super dur envers soi. Enfin, on en parlait ce week-end en disant « mais on est vachement dur envers nous, par contre, du moment où c'est notre meilleur pote, tout il est beau, tout il est bien, tout il est gentil. » Envers soi-même, même situation, tout pareil, mais franchement, on est notre pire ennemi dans ces situations-là. Et je trouve que ça fait écho aussi à la notion d'estime de soi dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait, le lien aux autres et le fait que tu parlais de cette réalité, c'est plein de notions en fait qui se recoupent les unes dans les autres. Pour moi, je pense qu'on peut pas parler d'ego sans parler d'autres notions, et c'est difficile de parler des autres notions sans parler de celle-là. Mais finalement, tout se recoupe, et ce qui fait que quand on commence à s'y intéresser, en tirant l'une des ficelles de la pelote de laine qui nous semble un petit peu emmêlée, et en fait, on ouvre à quelque chose, du coup la métaphore d'ouvrir les fenêtres, on ouvre à quelque chose avec plus de profondeur, mais petit à petit, on n'est pas obligé d'aller sur tous les plans en même temps. Le moi, la notion d'identité, la relation aux autres, peut-être des deuils ou des décès passés, etc. Et j'en passe, c'est aussi de le faire au fur et à mesure, parce que oui, une notion nous amène à une autre. Et c'est de développer aussi, je trouve, cet esprit de curiosité, j'allais dire de satisfaction, mais peut-être plus de curiosité, de juste... en fait, le plus important... alors là, je suis pas très objective, parce que ça reste vraiment ma philosophie de vie, mais le plus important, c'est le chemin plutôt que la destination, parce que potentiellement, la destination, on n'y arrivera jamais, mais en tout cas, on peut toujours essayer. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis, et je suis totalement d'accord sur le fait que j'aime bien ce petit bout là que tu tires, cette petite pelote, ce petit bout de ficelle. Peut-être que celui-là, ce bout de ficelle, il n'est pas pour moi aujourd'hui. Peut-être que j'ai besoin d'aller regarder de l'autre côté de la pelote, ou même en arrière, ou à gauche ou à droite, et de prendre un autre petit bout, parce qu'à ce moment-là, c'est ce dont j'aurais besoin, ou c'est ce que je vais être prête à travailler à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça très beau aujourd'hui qu'en 2024, il y ait autant de pratiques possibles, que ce soit le coaching, que ce soit la sophro, l'hypno, tout ce qui est MDR, EFT, toutes ces pratiques-là, parce que, par exemple, moi, personnellement, mon chemin, je l'ai commencé en allant voir une personne qui analysait les rêves. Parce que je faisais des cauchemars toutes les nuits, c'était horrible. Je pleurais la nuit, je comprenais pas ce qui se passait. On a été regarder ce qu'en fait, mon inconscient, et potentiellement aussi l'inconscient collectif, avait à dire, à conscientiser pour moi. Et c'était génial, parce que j'ai appris ce que c'était que le pouvoir personnel, de garder mon pouvoir personnel, puisque c'était moi qui me le disais à moi-même. Super. Mais après, dans mon chemin, j'ai eu besoin d'aller découvrir d'autres pratiques. J'ai eu besoin d'aller voir l'hypnose, comment ça se passe, la sophro, comment ça se passe, la kinésio, comment ça se passe. Et c'est aussi par rapport à ta question de, si on sent qu'on a besoin de bouger, mais que c'est compliqué, comment on fait ? C'est de s'autoriser à se poser avec soi, même si c'est inconfortable, parce que le silence, le vide, le temps de rencontre de soi plutôt que de confrontation avec soi, il n'est pas tout simple à avoir et à accepter. Et de se dire, aujourd'hui, je m'autorise à prendre quel petit. Est-ce que je prends un bout où c'est mon corps qui va parler ? Est-ce que je prends un bout où en fait j'ai juste besoin de parler ? Est-ce que je prends un bout où juste déjà j'aimerais bien apprendre à respirer ?
ou est-ce que je prends un bout où j'ai besoin que de lire pour l'instant, d'écouter ce podcast, d'avoir des petites graines qui peut-être un jour germeront ou pas, mais de les avoir quelque part et je sais que ça existe. Et c'est ce que tu disais, ouvrir. Juste ouvrir. On ne dit pas qu'il faut assimiler, prendre. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse de notre monde avec ce côté consommer, consommer, consommer. C'est pas ça, là. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'on préconise et je pense que je peux parler en on là-dessus et tu m'arrêtes si c'est pas le cas. Mais c'est cette notion de lenteur, en fait. C'est beaucoup plus slow, c'est beaucoup plus... C'est chill, en fait, finalement. Peut-être inconfortable, mais en tout cas, ça a un côté plus chill. L'idée, c'est pas d'aller justement dans tous les sens. Et j'aime bien ce que tu disais où tu as dit parfois, c'est pas le bon moment. Ce morceau-là, cette ficelle-là, parfois, c'est pas le bon moment pour moi. Et je pense que tu as déjà dû rencontrer ce type de phrase que je vais un peu stéréotyper, mais qu'on entend souvent un peu d'une manière ou d'une autre, un peu comme ça, en me disant... je sais pas pourquoi, à l'époque, j'ai fait ça, je me suis pas rendu compte. Il m'a fallu autant de temps pour m'en rendre compte. Oh, vraiment, je suis vraiment nulle. Voilà, grosso modo, ça se conceptualise un petit peu comme ça. Bah ouais, mais parfois, vous étiez juste pas prêt et que justement, l'ego a aussi, l'ego, le mental, etc. et d'autres mécanismes, parce qu'il n'y a pas non plus que l'ego. Oui, ce serait Voilà. simple, ce serait facile. Ce serait trop simple. Comme on a dit, il y a plusieurs notions qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui sont reliées les unes aux autres, mais sont aussi là pour nous protéger. Et à ce moment-là, vous aviez peut-être besoin de pas voir, vous aviez peut-être besoin de vous bercer d'illusions. Et l'idée, quand on parle un peu de se bercer d'illusions, etc., c'est pas d'être dur avec soi, de « oh là là, j'ai été nul, je me suis bercé d'illusions » ou autre. Non, c'est de trouver un autre prisme et une autre perspective en disant, en fait, là, aujourd'hui, vous avez décidé de voir et de casser ces illusions. Alors, soit vous restez bloqué et figé sur le fait que, en plus, vous savez peut-être même pas réellement totalement pourquoi vous étiez dans ces illusions, soit vous vous dites, j'ai ouvert les yeux, ou en tout cas un œil, ou un peu comme un film d'horreur, là, où on a les doigts un petit peu écartés. J'ai enfin commencé, j'ai déjà commencé. Et en fait, c'est un pas après l'autre. Et encore une fois, c'est une question de perspective. Et je trouve que c'est plus, c'est plus simple d'y aller pas à pas aussi pour l'ego, parce que l'ego, il a cette notion de structure. Et si tu commences à lui casser les 4 pieds et toutes ses fondations, il va être encore plus, pour le coup, lui, en résistance, en réaction, en disant, mais oh là là, t'es en train de tout déconstruire, ça va pas. Il faut que je te ramène à cette sécurité, à ces fondations, etc. Et donc, c'est là où nous, pour le coup, sans forcément toujours conceptualiser l'ego, mais on va pas comprendre en disant j'entame un truc mais ça va pas, mais rien ne va, et puis j'ai l'impression de tomber dans un trou sans fond ou un puits sans fin. Enfin, il y a toutes ces notions là, et en fait derrière c'est cette notion de bienveillance, enfin je trouve qui est importante, je pense, à dire, et d'autocompassion envers soi, de respect de soi, etc. Oui, totalement. Ce que tu dis, ça fait écho du coup au temps dont on parlait. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des personnes qui vont, et j'en ai fait partie, où j'enchaînais beaucoup de différentes pratiques en même temps. Et des fois, ça peut être totalement contre-productif parce que justement, on va chercher trop vite, trop loin, et peut-être pas dans des pratiques qui vont respecter, ou des thérapeutes, soyons clairs. Comme dans toute profession, on a aussi des personnes qui malheureusement vont avoir des petites difficultés à un moment donné à faire leur boulot comme ils potentiellement ce serait bien qu'ils le fassent, mais du coup ça est contre-productif et on peut tomber dans des grands moments de dépression ou de trou noir, trou vide, parce qu'en fait on a été trop vite et c'est pas ok. Donc oui, le temps, prendre le temps, et il y a aussi la notion d'accueillir, d'accepter. C'est-à-dire que je sais plus qui avait dit accepter tout ce que la vie vous offre, tout ce qu'on vous offre, et même ce que nous on s'offre à nous-mêmes. Et ça parle de faire la paix en fait, de pardonner aussi au passé, et de pardonner donc aussi en 2 mots, la part donnée, donc de rendre au passé ce qui est au passé, c'est-à-dire de faire la paix avec ça pour qu'aujourd'hui je sois en paix avec mon propre présent, mais c'est aussi de se dire tout ce qui s'est passé, que ce soit moi qui me soit fait vivre une certaine situation comme tu le décrivais, ou la vie qui m'a fait vivre, et on sait que c'est pas facile, on dit pas que c'est pas grave, non, il y a des choses qui sont très intenses, mais d'accepter de toute façon c'est là. Alors soit on revient à je résiste, je vais en force, et en fait c'est comme nager à contre-courant, ça fait mal, on n'est pas sûr d'y arriver et ça épuise et ça ne mène à rien, ou alors j'accueille ce qui est là et j'essaye d'en tirer ce qu'il y a le plus possible. Alors on parle beaucoup de gratitude, de reconnaissance, mais c'est vrai que d'essayer petit à petit, de s'émerveiller le matin, le fait juste de se réveiller, de respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir faire ce qu'on peut faire, déjà ça met dans un mood beaucoup plus doux et sympathique pour la journée, et d'avoir cette gratitude de qu'est-ce que va m'apporter la vie, même si on sait qu'il y a des journées qui sont un peu plus folklore que d'autres.
Mais ça me permet déjà, on parlait tout à l'heure de rester maître, entre guillemets, avec les rênes de notre vie, ça nous permet de nous garder dans une position où je ne subis pas ma vie. Je suis dans l'accueil de ce qui se passe. Et je trouve même, c'est beaucoup plus facile après d'avoir de la gratitude pour soi et de reconnaître ses propres qualités quand on voit « Ah, mais ouais, c'était pas facile aujourd'hui, mais en fait, je l'ai mené. » Que quand on a l'impression d'être une victime ou de subir sa vie, on va pourtant faire preuve de plein de ressources, plein de compétences, plein de forces, mais ça va nous prendre un temps avant d'y retourner et de se rendre compte qu'on a réussi à faire tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah si, carrément. C'est parce que depuis tout à l'heure, je t'écoute et en fait, j'ai en tête l'épisode que j'ai enregistré avec Lucie qui a eu un diagnostic de paludisme et qui s'est fait amputer des 4 membres. Et en fait, tout ce que tu viens de dire là, pour moi, c'est le côté pratique, théorique de ce que Lucie dit en pratique, justement, dans cet épisode. C'est cette notion où tu as dit, dans tous les cas, c'est là, aussi difficile que ça puisse être. Enfin, je vous fais du suspense, vous irez voir l'épisode et vous irez l'écouter si vous en avez envie, si vous l'avez pas déjà découvert. Mais du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans pied et sans main. Enfin, tu parlais justement de s'émerveiller rien que du fait de marcher, elle pouvait plus le faire et ça changeait tout son quotidien. Et comment retrouver la joie, un sourire, une notion de plaisir, comment réussir à se nourrir de l'intérieur quand on vit une telle situation. Et je trouve que son témoignage, il parle justement de tout ça parce que ça a été aussi une certaine notion pour elle de deuil de l'ego, ça a été plein d'apprentissage. Pour le coup, ça a été violent. On parlait d'inconfort. Là, c'est même plus de l'inconfort, c'est clairement une violence de la vie. Et en plus de ça, on pourrait se questionner, mais pourquoi moi ? Et donc, tu vois, ça peut faire écho à cette notion de victime. Et elle en parle dedans en disant, voilà, je me sens pas forcément victime. Alors bien sûr, si elle aurait pu s'en passer, elle s'en serait passée. Mais bon, forcément, vous avez jamais les vidéos. Moi, j'ai le visage des gens en face, mais elle en parlait malgré tout avec le sourire et avec une rage de vivre, mais dans le bon sens du mot rage, avec cette notion d'aller vers ce qui l'anime, vers ce qui la nourrit, vers justement cette notion de sérénité, de joie, de paix, de bonheur, que l'ego maintenait dans l'illusion où il fallait de bras et de jambes, pour garder cet exemple-là, pour être heureux ou heureuse. Et que du coup, là, tout a été déconstruit. Et pour autant, ça ne l'empêche pas de l'être aujourd'hui d'une manière qui est totalement différente, avec des choses qu'elle fera plus, des choses qui sont à accepter, un travail. On a parlé un peu d'estime de soi, on a parlé de structure, on a parlé de beaucoup de points. Mais tout ça, elle l'aborde aussi. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je souriais, parce que ça me faisait penser justement à cette... au témoignage de Lucie, qui est vraiment une mise en pratique de ce que tu partageais à l'instant. Bah oui, je trouve que c'est un superbe exemple de... Alors, tu parlais rage de vivre et j'ai envie de dire d'élan de vie. Tu sais, au début, on a commencé en disant si vous arrivez à transmuter votre ego, vous êtes plus en connexion avec vous-même. Et c'est ça dont on parle. C'est cet élan de vie. Quand j'enlève mes croyances, mes pensées limitantes, mon ego, qu'est-ce qui reste ? Mon élan de vie. Et c'est dans mon élan de vie que vient toute ma créativité, le fait de construire la vie que je souhaite, pas pour nourrir un ego mal placé qui essaye de briller par rapport aux autres, d'être reconnu par rapport aux autres, de réussir, d'éviter l'échec. Non, par rapport à qu'est-ce qui me nourrit. Tu parlais de se nourrir. Qu'est-ce qui me nourrit profondément ? C'est quoi ce que j'ai envie de faire de ma vie, d'être dans ma vie. On va rester sur l'être, parce que le faire, on sait très bien faire dans notre société. Mais qu'est-ce que j'ai envie ? Qui j'ai envie d'être dans ma vie ? Et c'est peut-être juste ça. Je reviens à ta question parce que je la trouve très intéressante. Et moi, le nombre de fois où je me suis sentie tellement bloquée, isolée et seule, quand je me sens justement que j'ai envie de bouger mais que j'y arrive pas et que je fais un travail thérapeutique mais que je sens que ça résiste, à quoi me raccrocher peut-être ? De se dire qui j'ai envie d'être. Pas qu'est-ce que j'ai envie de représenter, mais qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être pour moi profondément, pas pour les autres, pour moi. Et je reviens à cette idée de rester dans l'union. L'ego a tendance à nous séparer de l'autre, puisque si je compare, je divise bien les deux. Si j'essaye de réussir, si on parle de réussite, ça veut dire échec. Ça veut dire que potentiellement, il y en a que je vais considérer être dans le jugement, que d'autres sont dans l'échec et qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et souvent, je trouve qu'on est dans la souffrance à partir du moment où on n'est pas unis. Et il y a beaucoup de personnes, quand on lit des bouquins de personnes qui ont vécu... Lucie, c'est ça ? Ouais. Ce que Lucie a peut-être pu vivre. J'ai la sensation que souvent, ça parle de ça, ça parle de... Ils ont accepté. Pas pour dire « Ah, c'est pas grave », pas pour dire « Oui, c'est bien que ce soit moi ». Non, pour dire « C'est là et je vais en faire quelque chose » ou « Je vais en être quelque chose ». Et à partir du moment où on n'est plus en résistance, en confrontation, mais en union, et pareil avec les gens, du coup, il y a
plus de souffrance en fait. Il y a eu la douleur à un moment donné. La douleur est là, comme quand on se cogne le genou dans une table, voilà, ça fait mal. Mais on n'est pas obligé de s'accrocher à la souffrance et de dire ah mais pourquoi je me suis tapé le genou, ça fait tellement mal. Bah oui, mais c'est passé en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah mais si, carrément, parce qu'en réalité, c'est ce que j'essaye de nourrir aussi sur ce podcast. Je veux pas. Je veux pas. Non, c'est pas je veux pas. Mais l'idée, c'est pas d'avoir des épisodes déprimants et de dire à tout le monde la vie est horrible. Non, loin de là. Au contraire, c'est de dire la vie est belle. Il y a des nuages, comme tout le temps. C'est rare d'avoir un ciel bleu. En plus, on habite dans le nord. Donc, autrement dit, le ciel bleu sans nuages et sans pluie, c'est pas pour chez nous. Donc, on connaît bien cette notion-là. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, dans tous les cas, il y aura des moments désagréables, des moments inconfortables et même, disons-le, des moments horribles ou dramatiques, peut-être dans nos vies, ou en tout cas dans la vie de manière générale. Mais il y a plein de personnes qui montrent que justement, on peut transcender ça, on peut aller plus loin. Et en fait, en réalité, la personne face à qui ça nous met, c'est nous-mêmes. Ça nous met face à nous-mêmes. Après, on a le choix, la responsabilité et le pouvoir, je mets ces 3 termes, de se dire, est-ce que je regarde ou est-ce que je regarde pas ? Ne pas regarder, c'est OK. Mais être conscient, peut-être qu'on regarde pas. Et peut-être qu'on regarde pas parce que c'est pas le bon moment. Et c'est OK aussi. Mais que si on regarde, et ben aussi difficile, inconfortable, impossible, intolérable et irréaliste que ça puisse paraître, ben il est possible, voilà, de dépasser cette chose-là, d'en être résilient, parce qu'en fait, c'est souvent ces mots-là, hein, mais c'est dans tous les cas, c'est là, en réalité. Dans tous les cas, c'est là, même en parlant rien que d'un mal-être. Ce mal-être, il est là. Est-ce qu'il va, je sais pas, par le fruit du Saint-Esprit ou pour la baguette magique de la bonne fée là de Cendrillon, disparaître d'un coup, d'un seul ? Peut-être. Avec un grand point d'interrogation, et libre à vous aussi et à vos croyances. Mais du coup, si on parle de notion de croyance, on reparle aussi de certaines notions de l'ego qu'on a pu avoir. Ouais. C'est intéressant, ça, mal-être et bien-être. Et souvent, alors ça me fait écho, alors on sort un peu du sujet, mais aux personnes qui viennent me voir pour des problèmes d'anxiété. Ouais. Et en général, l'anxiété, les séances, alors chacun est différent et en même temps, on est tous plus ou moins les mêmes. En vrai, on n'a pas les mêmes expériences, les mêmes situations, mais on passe plus ou moins par tous les mêmes souffrances et les mêmes grandes blessures, etc. Mais en général, ça parle juste de pas être au bon endroit. L'anxiété, c'est qu'ils ont une part d'eux qui laissent sur le côté. Je parlais tout à l'heure d'être, par exemple, tout ce qui est émotion ou tout ce qui profondément m'anime, qui vont être dans le faire, dans le succès. Et il dit, mais j'ai de l'anxiété, je comprends pas. Parce qu'il y a une part de vous qui s'exprime pas, en fait. Et de s'intéresser juste à ça. Ah, il y a du mal-être. Je suis pas à subir, ah mon Dieu, c'est de la tristesse, de la peur, de machin. Non, c'est mal-être, c'est pas être au bon endroit. Ok, il est où mon endroit et comment j'y vais ? Et je sais pas forcément, mais c'est pas grave, on va tâtonner, on va essayer. Et je reviens à Lucie parce que ça me touche, l'exemple que tu as partagé avec cette jeune femme. Je sais pas, hein, puisque je n'ai pas écouté non plus le podcast, pas encore, je vais le faire. Mais, il est sorti hier quand on enregistre, donc ça va. Ça va. C'est plus de se dire, comme tu l'as dit, l'ego aurait pu, si elle était restée peut-être dans cet ego, à se dire, voilà, normalement, il faut avoir 2 mains et 2 pieds pour être bien et être heureux. Donc voilà, elle aurait été en souffrance et elle se serait, je parle encore de cette idée de s'auto-rejeter des autres, enfin de se mettre à l'écart, alors que on a besoin d'être unis. Et c'est peut-être aussi ce qui potentiellement, consciemment, inconsciemment, ça je ne sais pas, il lui a permis de l'aider. Elle n'est pas à part, on est un tout en fait, encore une fois. Et c'est pas parce que mon nez il est de cette taille-là, c'est pas parce que j'ai un bras en moins, ou c'est pas parce que d'autres choses me sont arrivées. On parlait de deuil, que je suis à part. Et j'aime bien faire la comparaison avec ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que dans le corps, on est fait de plein de cellules. Je crois que tu en parlais tout à l'heure. Et toutes nos cellules sont différentes. Elles ont une même base, mais de par leur rôle, de par où elles sont situées, de par plein de choses, leur histoire, elles vont pas être les mêmes. Et pourtant, il n'y a pas de mise à l'écart. C'est ensemble qu'elles forment un tout qui est supposé être harmonieux. Bon, ça, c'est encore un autre truc. Mais voilà, elles travaillent toutes, elles s'unissent toutes pour faire une harmonie d'un tout. Et nous,
c'est l'idée, c'est si on reste dans l'ego, on reste notre petite cellule dans notre coin à se dire que tout est horrible et tout est pour notre poire. Et si on s'autorise à lui dire, écoute, l'ego, celui qui mène la barque, il y a d'autres personnes, de s'ouvrir aux autres, on revient à l'ouverture, du coup, on va pouvoir de nouveau repartir sur cette idée de plus d'union, plus d'harmonie et nous apaiser. C'est ça. Et harmonie ne veut pas dire justement d'être tous les mêmes, tous pareils, tous faire la même chose. C'est plus cette notion de je suis moi avec mes différences, tu es toi avec tes différences. Et cette différence est pour moi une force et quelque chose de beau et de positif. Et c'est l'exemple de Lucie, comme ça peut être l'exemple d'autres personnes que je remercie et qui m'ont accordé leur confiance dans ce podcast. Très bel épisode. Je te remercie infiniment pour cette conversation et pour cet échange que j'espère qu'il vous aura autant plu que ce qui m'a plu à moi à enregistrer. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aurais souhaité ajouter, une ressource, quelque chose? Dans tous les cas, tes liens seront aussi en description parce que du coup, tu exerces sur, on va dire, la métropole lilloise puisque je sais qu'il y a aussi certains changements, tout ce qui est Armentières, si je dis pas de bêtises, et Croix. Ouais, ça va. Je suis. Ouais, merci à toi. Je pense que c'est juste de remettre en lumière des choses que tu as mentionnées, et peut-être moi aussi, mais d'avoir beaucoup d'amour et de bienveillance pour soi, même si on n'est pas trop sûr de à quoi ça ressemble et on n'est pas trop sûr d'être capable ou de le mériter. J'ai plein de gens comme ça qui sont pas sûrs. Juste d'essayer. On a dit de laisser poser la graine, laisser voir comment ça germe, de s'ouvrir à la possibilité que un jour peut-être je vais réussir à ça, être serein et de m'autoriser à expérimenter. Carrément. Voilà. D'être un petit peu soi-même son meilleur pote et de se prendre par la main pour faire une petite balade à la rencontre de notre ego. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.